Bonjour, nous sommes avec Madame Marie-Thérèse Manga, française, originaire du Cameroun. Elle vit en France depuis plus de 50 ans, on dirait. Elle est femme d'affaires, femme politique, épouse d'un ancien colonel de l'armée camerounaise. Elle a une somme d'expérience dans la vie, écrivaine aussi. Elle a écrit plus de 7 livres. Je tiens à préciser qu'elle est née le 10 août 1943. Alors faites le calcul, 80 ans bientôt, elle est avec nous. Madame Marie-Thérèse Manga, bonne heureuse année et surtout la santé. Bonjour. Et je tourne encore mes voeux de bonne année, de nouvelle année, comme vous aussi. Et je suis content qu'on ait, pour m'amuser, j'ai dit toujours à mes enfants, j'ai dit que j'ai passé le concours pour aller à l'année 2023, puisque beaucoup de personnes auraient voulu être avec nous, mais seulement ils ont échoué, et nous on est là, tout le monde se moque de moi, on dit pour que je dise ça pour rigoler, effectivement. Mais ce que j'oublie, je ne peux pas oublier, c'est que à qui on donne beaucoup, ils auront aussi à répondre de beaucoup. Parce qu'il faudra, comme ils disent, que je dise ce que j'ai fait de toutes ces années. Comment j'ai exploité le nombre d'années que Dieu m'a donné. Et c'est là le problème, le piège que beaucoup ne savent pas. Et c'est pour ça que je continue donc à travailler pour que je puisse rentabiliser le nombre d'années que j'ai reçues. Parce que c'est un cadeau où les gens ne savent pas, c'est vraiment une grâce importante d'avoir plus d'années. Et surtout que bon, je ne suis pas couché, j'arrive encore à marcher, j'arrive encore à travailler. C'est quelque chose que je dois vraiment témoigner ma reconnaissance à Dieu. C'est vraiment une grâce. Je tiens à préciser que vous arrivez même à conduire. Voilà, je continue encore. Je conduis encore. J'ai visité des malades. Quel est votre secret? J'ai visité des malades. Non, c'est parce que, vous savez, c'est compte tenu. Quand Dieu vous donne le temps, le nombre d'années, c'est compte tenu aussi des dons que vous avez reçus. Et quand Dieu vous donne les dons, vous devez chercher des connaissances adaptées à ces dons. Donc maintenant, si j'ai le don de travailler avec des personnes, j'encadre des enfants, des jeunes, des personnes âgées, ceux qui sont malades, qui sont abandonnés à eux-mêmes dans les hôpitaux, j'ai fait l'étude de savoir comment il faut s'occuper des jeunes, des personnes âgées qui sont vraiment découragées, les enfants ne vont plus les voir, et ils se sentent abandonnés, ils regrettent même d'avoir fait des enfants ou d'avoir vécu. Ils trouvent que tout le monde est, d'après ce qu'ils me disent quand je vais les voir. Et donc il faut leur donner des paroles qui peuvent les apaiser, pour qu'ils puissent retrouver encore le goût à la vie, parce que à chaque moment de votre existence, il y a un avantage. Donc les enfants sont contents, ils sont contents quand ils sont jeunes, mais à chaque étape de votre vie, je crois qu'il y a un plaisir à tirer. Enfin, selon mon expérience à moi. Chaque année que j'ai dans la vie, j'essaie de voir ce que j'ai eu dans l'année 2022, et je me dis que comme j'ai 22 ans, il y a certaines choses qui peuvent évidemment changer. Mais seulement, j'aime chaque instant de la vie que j'ai. Et c'est ça que j'essaie de dire à ces gens, ces malades que je m'en vais voir. Je suis visité des malades, je m'en vais les voir. J'essaie de leur donner encore un peu de goût à la vie. Alors au début, quand on va les voir, bon, ils sont un peu réticents, ils sont un peu indifférents. Mais il faut qu'on insiste de continuer à aller. Si vous avez commencé à aller peut-être un jeudi, ou un jour de la semaine, à une telle heure, il faut absolument respecter ce moment-là. Parce que malgré son indifférence, il va finir par s'habituer, il va encore reprendre confiance, il va encore prendre goût à la vie. Parce que autant que vous allez parler, lui, il dit, oh, vous êtes malade, mais moi j'ai fait des années couchées, j'étais dans le coma longtemps, on m'avait déblanché, on croyait que j'allais mourir. Et là, il est conscient, il dit, mais madame ou monsieur, la maladie ne conduit pas forcément à la mort. On peut être malade et ne pas mourir. Et c'est comme on peut mourir sans avoir été malade.
Et là, en lui apprenant ces choses-là, il commence donc et se dit, donc je ne suis pas seule dans ma situation. Donc d'autres sont connus dans ma situation, et ainsi de suite. Vous savez, madame, comme vous me voyez là, mais c'était fini, c'était classé que je ne vais plus exister. Mais voilà qui vous parle aujourd'hui. Et là, la personne recommence à prendre. J'ai trouvé dans les hôpitaux psychiatriques des personnes qui étaient attachées, qui disaient, on disait que c'était des fous, ils criaient tout ça. Et puis, à moi, donc, quand ils crient peu, je m'en vais dans la chambre et je dis, bonjour monsieur, ça va un peu? Je sais que, je dis, mais comme je vous entendais crier, vous étiez très fâché, je venais vous apaiser, vous savez, ben, quand vous faites ça, on vous tient attaché. C'est pas une bonne solution, vous êtes incommodé pour ça, non, vous ne vous sentez pas bien, mais vous restez toujours couché et attaché. Il dit oui, et commence, il n'est pas content le premier jour, mais je continue, j'insiste. Même les docteurs, les infirmiers disent, madame, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas, mais vous l'avez attaché. Et puis les docteurs qui me connaissent, ils disent, oui, le laissez comme il fait de mal. Je continue à continuer à parler, ce type qu'on dit fou. Et il me raconte enfin son histoire. Ils ne sont pas tous les fous quand ils sont à l'hôpital là-bas. Tous ne sont pas des fous, ils sont chacun à son histoire. Et comme ils sont furieux, ils ne savent pas quoi faire, comment se défendre. Et quand tu vois quelqu'un, une oreille, qui essaie d'écouter, il se calme. Alors, après quelques temps après, je peux donc demander, mais comme il se calme, il ne fait plus, il ne joue pas au fou, vous pouvez le laisser pour qu'il aille avec les autres, manger avec les autres. Après, on le laisse, il commence à aller avec les autres. Après, il s'apaise, et puis, on l'envoie en corvée libre, travailler un peu, parce que quand quelqu'un travaille, ça fait du bien. Le travail n'est pas seulement, c'est pas une corvée pour gagner de l'argent, le travail fait du bien. L'être humain doit, la vie, quand un endroit où il n'y a pas de vie, on voit comment c'est mort, mais quelqu'un qui a la vie en lui, il est actif, ça lui donne le goût à la vie, à vivre. On n'est pas heureux seulement parce qu'on a des millions, les gens croient que c'est ça. Non. Le fait d'avoir la vie. Et puis moi, en ce qui me concerne, comment j'ai fait? Quand à un moment où j'avais des moments difficiles, j'étais étudiante ici, mes enfants n'étaient pas là et tout, j'avais le moral bas. Et puis, je pouvais même plus prier, comme ma mère m'avait dit, il faut toujours prier. J'allais à l'hôpital. Montrer mon secret, j'allais à l'hôpital, j'allais voir des malades et je voyais des malades qui avaient été là depuis 1 an, des malades qui ne pouvaient même plus se lever, des malades qui payaient seulement un yaourt à peu près. Et alors, après avoir visité ces malades-là, causé avec, et puis je me dis, mais eux, ils sont riches. J'avais vu un qui avait 4 Rolls d'or, qui venait pour le voir. Il y avait des machins partout. Comment on appelle des tuyaux. Il y avait des tuyaux un peu partout. Alors j'ai demandé à ça c'est quoi? Je dis parce qu'on voudrait fabriquer, ce sont des gens qui ont des problèmes de cœur. Dans le temps à venir, au rang, on pourrait échanger des gens de cœur, mettre des appareils et tout ça. Maintenant, on met des choses dans le cœur maintenant pour que tu survives, mais ce n'était pas encore ça. Quand j'étais venue ici en France, on était en train de fabriquer des personnels. Oh, ce monsieur qui était milliardaire, les gens sont venus de partout, le Japon, partout. Et pour faire ça, des experts, mais c'est lui qui payait. Étant couché. Après avoir écouté ce que l'infirmier m'avait expliqué, je suis sortie et j'ai dit, mais lui, il paye des milliards, des millions étant couché. Il ne mange même pas, n'a pas les yeux ouverts. Mais il paye tout ça. Mais moi qui paye pour moi. Il dit que j'essaie de bien marcher pour voir que si j'étais vraiment encore vivante. J'ai essuyé un peu là-dedans, c'est pas que j'étais... Il dit donc, pour me rendre compte que j'étais vraiment vivante. Et c'est ça que je me suis rendu compte que je pense que on ne remercie pas assez Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Je suis là, je me plains parce que mes enfants sont là-bas, mon mari, et je suis triste, parfois je ne veux même pas manger. Mais d'autres ont beaucoup de problèmes plus graves que moi. Et là, j'avais compris que non,
On doit se contenter de ce qu'on vous donne et en être heureux. Et c'est là que j'ai pris le courage d'accepter toutes les situations. J'ai dit que maman m'avait appris que quand une situation arrive, avant de dire qu'on m'a fait ça, demandez, comme je suis sur la sécurité de Dieu, Dieu a donc validé ce qui m'arrive. Et s'il a validé, c'est pour une raison quelconque. C'est en ce moment-là que j'ai appris. Et comme ma mère m'écrivait toujours des lettres, quand tu as telle situation, il faut lire, et tu ne peux plus prier, il faut lui chanter. Il m'a envoyé des chansons et tout. Donc, jusqu'à ce maintenant, j'ai encore ces chansons-là. Quand je suis triste, au lieu de rester triste, il faut chanter, et ainsi de suite. Et là, donc, c'est l'expérience que je transmets aux jeunes. Donc, à tout moment de la vie, c'est-à-dire, on ne peut pas toujours être dans le bonheur. Et le bonheur, c'est un mélange de difficultés. Les difficultés vous permettent de voir, si vous j'avais compris longtemps un peu que les difficultés font partie de notre existence. Nous devons accepter les difficultés. Et les difficultés que mes parents m'avaient appris, les difficultés, c'est l'occasion, c'est-à-dire quand on va à l'école, on allait à l'école. On nous fait des examens de contrôle de connaissances. Mais dans la vie, Dieu aussi, on nous apprend les choses. Et quand il y a des difficultés, pour voir si les connaissances, tout ce qu'on vous a donné des conseils, vous avez gardé ça. Parce que c'est là qu'il faut vous pouvoir, en essayant de trouver des solutions à votre difficulté. Donc, si vous ne réussissez pas, ça veut dire que les conseils qu'on vous donne, les connaissances qu'on vous transmet, vous ne savez pas les retenir. Donc, vous faites votre contrôle de connaissances par vous-même. Et si vous êtes honnête, vous avez trouvé que non, il faut donc reprendre, réviser les connaissances que on vous avait transmises. Et là, maintenant, la prochaine fois, quand d'abord, ce n'est pas les mêmes difficultés que vous avez. À chaque fois, les difficultés changent. C'est comme à l'école. Donc, même le parcours, il y a des obstacles. On m'avait appris que les obstacles, donc, il faut toujours avoir en permanence notre lumière qui vous empêche de tomber dans des trous. Et les lumières, les ennemis du mal, eux, ils ne supportent pas la lumière. Ces lumières aussi, les chassent. Pourquoi? Parce que peut-être que ma mère me disait, comme ils sont tellement, quand j'étais petit, ils sont tellement vilains, ils n'aiment pas qu'on le voit, ils sont laids, alors ils ne veulent pas qu'on le voit. Donc les gens qui font de mauvaises choses, ils les font dans le noir, dans l'obscurité, ils ne veulent pas, parce que ça, ils sont conscients qu'ils font ce qui n'est pas bien. Donc, ayez toujours avec vous votre lumière. Et ça s'appelle vérité. Soyez toujours dans la vérité. Si vous avez fait quelque chose qui est mal, plutôt que de dire, essayez de cacher, dites non, oui, je n'ai pas fait exprès. Il faut avouer et amertume pardonner. Donc, vous dites que, oui, j'ai reconnais, j'ai fait ça, je n'ai pas fait exprès, je m'excuse, la personne va se fâcher, mais vous aurez au moins dit la vérité. C'est ça, il faut avoir en permanence votre lumière avec vous. Voilà. Nous allons revenir sur votre parcours de femme d'affaires. Vous savez, les gens qui sont nés, j'aime donner des conseils. Parce que moi, je fais des recherches. J'ai toujours fait des recherches. Quand je veux quelque chose, vaut mieux que je cherche à savoir pourquoi c'est ça. Et c'est ça, maman, je suis quatrième enfant de maman. Maman avait d'abord eu 3 garçons. Et je suis sa première fille. Et maman avait 6 enfants de maman. C'était comme si ils étaient dans le même moule. Ils étaient tellement obéissants et tout. Il y a mon frère qui est celui qui est né avant moi qui est mort. Et puis quand je suis née, c'était une chose dans la famille. J'étais la première fille de maman. Et en plus, j'étais comme papa, sauf que j'étais une fille. Mais la grande surprise, ça ne fait pas la mentalité de mes frères. Quand maman me dit, va faire ça, je dis, c'est pourquoi? J'ai demandé à mon père, il dit, non, c'est pas méchant. Il veut avoir le savoir, il faut lui expliquer. Mais pourquoi il faut demander? Il ne peut pas faire quelque chose sans le demander. Je dis, papa, maman, c'est pourquoi? Parce que même s'il dit à quelqu'un, maman, c'est pourquoi il doit faire ça, même si c'est à quelqu'un d'autre. J'avais toujours envie de savoir. Et papa avait expliqué à maman que non, parce que mon grand-père était enseignant, je suis dans une famille des enseignants. Il dit non, quand l'enfant dit ça, et papa avait dit que si l'enfant pose une question, si vous n'avez pas la bonne réponse, laissez. Moi-même, je veux donner la réponse, plutôt que de l'empêcher de poser des questions. Parce que maman dit que les enfants, à son âge, ce qui produit, sa tête, elle produit toujours des questions, c'est quoi?
Ils étaient donnés comme ça là. Donc depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été à rechercher, à demander, voir. Et c'est là donc que j'avais donc comme de recherche. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors quand je recherche, quand je trouve les solutions, je ne regarde ça pas pour moi. Si donc quelqu'un a un problème, tout de suite je lui donne la réponse. Parce que non seulement que j'ai eu la réponse, j'ai expérimenté cette réponse. Parce que donc quand on va à l'école, par exemple, vous avez fait de bonnes études, vous avez utilisé vos dons, vous devez exploiter vos dons. Attention, les connaissances que vous avez, vous ne pouvez pas faire tout de suite. Commencer à exploiter ces connaissances. Pourquoi? Peut-être que vous pouvez avoir une connaissance qui n'est pas encore connue. Donc, les gens ne peuvent pas faire ça. Si vous vous mettez toujours dans la société, vous ne serez pas à la place qu'il vous faut. Il faut donc d'abord expérimenter votre connaissance. Donc, allez voir peut-être quelqu'un qui travaille à peu près dans le même... la même chose que tu as écrit. Mais, parce que quand on fait les thèses, on trouve le travail que les autres ont fait, et tu le lis et tu fais mettre un plus. Là, tu vas voir ce monsieur qui fait un travail de ce que tu as, les connaissances que tu as. Il dit, mais il peut faire ça. Il peut encore faire mieux pour bien gagner, il peut mieux faire ça. Et là, alors ce que j'ai appris mes enfants, quand ils vont travailler quelque part, mes enfants ne se concentrent pas seulement ce qu'on leur demande de faire. Ils voient si on peut gagner du temps à faire plus. C'est moi qui l'ai appris à mes enfants. Tous mes enfants, quand ils travaillent, ils chantent la façon de travailler. Quand les premiers temps, le patron est surpris parce que mon enfant amène une autre façon de travailler. Et donc, c'est ce que Patrick, il faut faire. Donc, vous allez voir la PC, vous faites ce qu'on appelle le bénévolat. Les gens qui ne travaillent pas, ils disent non. Le bénévolat, c'est encore une façon de travail qui est vraiment très, très, très intéressant. Vous allez donc voir une personne, j'ai dit, écoutez monsieur, comme j'ai été à l'école, j'ai appris ceci, là, je dirais que l'expérience, je n'ai pas l'expérience pratique. Vous pouvez me permettre, je vous demande de me payer, je voudrais tellement travailler un peu pour avoir l'expérience. Et comme les gens aiment exploiter les gens comme ça, et là, elle va vous accepter. Vous allez travailler et vous lui amener une autre méthode de travail qu'il ne connaissait pas. Et il va apprécier son travail, il va avoir beaucoup plus de clients et tout, plus de consommateurs. À un moment donné, quand vous dites, écoutez, monsieur, je vous remercie, dites que non, on m'a fait une proposition d'emploi. Et moi, je dis non, je ne veux pas vous abuser, je vous ai dit que je voulais travailler gratuitement. Et déjà, soit qu'il va vous proposer de travailler, ou alors s'il voit que vraiment vous êtes utile, il va vous même demander de vous associer avec lui. Voilà comment ce que je donne, le conseil que je donne aux jeunes. Une connaissance non expérimentée n'est pas une connaissance fiable. Donc, il faut donc expérimenter votre connaissance et seulement quand c'est connu, vous allez avoir la place qui convient à votre connaissance dans la société. Donc, les gens, oui, vous voulez seulement, vous avez été à l'école, vous avez le haut diplôme, de haute connaissance, vous voulez tout de suite qu'on donne un poste de directeur, ça ne se fait pas. Il faut être assez modeste. Hein? Alors, justement, vous avez consigné tout ça dans des livres. Oui, c'est ça que j'ai écrit, c'est pourquoi j'ai écrit le livre. C'est de parler de ces livres. Oui, c'est ça. Au nombre de 7 ou 6. Oui, au fur et à mesure qu'on va aller, on lit les livres de personnes. Je n'ai plus souvent en tête. Voilà. Je vous dis seulement. Et le dernier en date de la lettre non, c'est que Emmanuel Macron. La lettre écrite à Macron, c'est parce que, comme je l'ai considéré comme les autres enfants, que je travaille beaucoup plus avec la jeunesse. Parce que la jeunesse, ils vont d'abord nous emprunter. Mais en écrivant à un président, c'est une manière de vous insérer un peu dans la politique. Je n'ai pas seulement écrit au président Macron, hein, j'ai écrit aux autres présidents. Je ne sais pas seulement Macron, c'est pas Macron, c'est un jeune qui n'a même pas l'âge de mon dernier fils. La plupart des présidents, j'ai travaillé avec Chirac, quand il était même encore maire, j'ai commencé à travailler avec Chirac, il m'a trouvé très intéressante, j'ai passé le temps avec Chirac. Et jusqu'au moment quand il est devenu président, il a demandé au ministre de la Coopération de travailler avec moi. Il dit que cette femme est très intéressante. Le conseil qu'il donne, on pouvait passer, Chirac voulait qu'on crée des activités en Afrique. Et pour que les Africains n'ont plus besoin de venir ici, on peut leur trouver des activités là-bas. Et c'est pour ça que j'ai les lettres que Chirac écrites dans ce temps. Mais seulement, la plupart des Français ne comprenaient pas l'avantage qu'il y avait
fait des emplois en Afrique, d'abord c'était moins cher, le salaire n'était pas comme un salaire ici. Et puis ça permettait à ces enfants d'être avec leur famille à côté. Donc c'est ce que Chirac avait voulu, mais les gens n'ont pas compris ce que Chirac voulait. Donc c'est ça. Donc je lui ai dit que j'ai travaillé avec j'ai travaillé avec Mitterrand. Je connais le problème de Mitterrand, j'ai mis ça dans le livre. J'ai travaillé avec Sarkozy, j'ai donné mes livres, j'ai même écrit plusieurs. De tous les présidents enfants, celui que j'ai écrit beaucoup plus, c'était Sarkozy. Et pourquoi Et pourquoi Je lui avais dit que, quand je voyais qu'il voulait vraiment être président, et puis je lui avais dit que, dans la vie que, il peut être président, mais pas dans l'intérêt de son pays. Parce que être président, comme j'avais compris, ce sont, depuis le temps dans la Bible, les gens avaient dit à Moïse, pourquoi c'est seulement toi que Dieu parle, tu dois nous parler? Pourquoi Dieu ne nous parle pas seulement à parler? Vous voyez, c'est pas maintenant les gens ont toujours été comme ça. Bon, alors Moïse a dit ça à Dieu. Il dit, bon, est-ce que je peux parler? Pourquoi je leur parle? Dieu a donc appelé, donc Dieu va vous parler aujourd'hui, il a appelé. Mais comme Dieu est allergique au péché, ces gens étaient des pécheurs. Et là, ils ont commencé à mourir. Ils ne pouvaient même pas entendre. Et puis quand Dieu parle, tu ne peux pas entendre hein, quand tu es vraiment pécheur, quand tu as des choses à te reprocher. Et là, ils ont dit non, 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 on ne veut plus que Dieu nous parle. Déjà, ils ont accepté que Dieu ne parle pas par personne interposée. Voilà comment ça a commencé. Donc maintenant, cette habitude a continué qu'il faut que ce soit les hommes qui nomment celui qui peut les représenter. C'est pas seulement président comme les gens parlent, ils ne savent pas que c'est parce qu'un est représentant, donc par rapport à Dieu. C'est celui-là qui reçoit, qui parle avec Dieu, et les gens ne savent même pas. L'élection d'un président, comment ça se fait? D'un chef, d'un dirigeant d'une communauté. Dans les familles, il y a un chef. Dans les villages, il y a un chef. Vous savez, c'est l'organisation de Dieu. Donc maintenant, quand notre représentant est là, et c'est ce que j'avais voulu dire à Sarkozy, mais quand c'est la population, vous savez, nous sommes pratiquement, nous sommes en deux groupes. Les mauvais qui ne veulent pas suivre la bonne discipline sociale et ceux qui sont qui respectent. Donc c'est toujours dans ces deux mois. Si maintenant il se trouve que ce sont les mauvais qui sont majorité, qui nomment le président, un président, vous comprenez? Ça demande, c'est question de majorité. La majorité qui choisit le président, Dieu lui sait pourquoi on l'a choisi. Le président pouvait être même un type qui est honnête, c'est bien, mais comme ils sont malins, les gens sont malins, et ce sont des démons. Moi, les gens qui sont malins, je dis qu'ils sont des démons. Ce sont eux qui vont être faits n'importe comment, ils vont tout pour être une majorité pour nommer le président. Et Dieu lui sait, eux ils ne savent pas. Alors, si le président valide cette nomination, qu'est-ce qui va arriver? Ils ont mis ça, dit que le type là, c'est un président d'un pays et il est à la place de Dieu. La première place, c'est toujours pour Dieu. Hein. Si vous êtes marié, dans votre famille, c'est votre mari qui est le chef de famille. Donc, il a Dieu. Chaque recouvrement, celui qui est chef est à la première place. Toute la première place, c'est pour Dieu. Donc, il faut le respecter. Quand je respecte mon mari, ce n'est pas parce que j'ai tellement peur, non. Parce que c'est lui le chef. Si lui fait des mauvaises choses, Dieu va entre nous. Si je suis vraiment bonne, il faut que je fasse ce qui est bon. Peut-être qu'à un moment donné, il va avoir le conseil de dire, mais moi je suis tellement méchant, vous savez de ma femme, mais elle est tellement gentille, elle va finir par changer un peu. Vous allez finir à changer votre mari méchant par votre façon de vous comporter. Donc, le président, il peut donc avoir sa place, il a la place du président, mais attention, comme il a la place du président, donc, il doit aussi avoir l'honneur qui donne à Dieu, la place de Dieu, les honneurs qu'il vous donne à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il peut bloquer que le président ne puisse pas avoir ses idées. Et c'est Dieu qui va prendre la place, qui va prendre les situations à la place de ce président. Et comme on se met toujours à critiquer un président, peut-être le président n'a plus le pouvoir.
Dans tous mes livres, vous allez voir que dès que le président prend la place, il n'a plus de pouvoir, il perd le pouvoir. Dès qu'il a déjà formé son gouvernement, il n'a plus de pouvoir. C'est le Dieu qui prend la place. Parce qu'il voudrait que les gens mauvais, c'est ces gens mauvais qui l'ont élu, jusqu'à ce qu'ils montrent, ils se découvrent. Vous comprenez? Dieu bloque le président. C'est comme si vous entretenez Dieu. Et c'est ça qu'il est écrit dans la Bible. Et je dirais, celui que vous avez aidé, celui que vous avez donné à manger, celui que vous avez allé voir en prison, tout ça, c'est moi que vous avez fait. Il dit, mais j'ai vu quand? Il dit, celui que vous avez fait ça, c'est à moi que vous avez fait. C'est pas ce que Dieu dit. Donc c'est ça. Vous insultez le président de la République, donc vous insultez Dieu. Donc il faut parler d'abord de l'éducation même que nos parents nous donnent. Il faut respecter les aînés, il y a la hiérarchie, il faut savoir respecter les aînés. Quand je parle à un président même, j'ai choisi les mots avec respect pour lui parler. Au lieu de l'insulter, il faut lui donner des conseils. Votre pays ici en France, il y a plus de 60 millions d'habitants. Vous croyez qu'un président peut être derrière chaque citoyen? C'est pas possible. Lui, il peut me donner des ordres, mais qu'ils ne soient pas exécutés, comment il va le savoir? Donc les gens ne savent pas faire attention. Mais ce qui est bien, parce que Dieu, et c'est que le temps qu'il nous a donné, nous a d'abord donné l'existence. Vous savez pourquoi il nous a donné l'existence? Simple existence, parce que c'est de courte durée. Donc, chacun est libre d'utiliser son existence à sa manière. Il va seulement répondre au moment venu, comme j'ai dit pour moi. Pour moi, on me donne plus, je vais avoir 80 ans, mais je sais que j'irai répondre de ce que j'ai fait de ces mes 80 ans. Donc d'abord une existence de courte durée. Si vous aimez votre existence, vous savez gérer votre existence, vous avez aimé, parce qu'on dit ça nous en Afrique, quand on donne la nourriture à quelqu'un, il goûte un peu, il trouve que c'est bon, il va prendre la cuillère pour manger, il va goûter avec le doigt. Quand il va... Donc, votre existence, vous aimez votre existence, et vous prenez des avantages, vous avez des avantages par rapport à votre existence, et là, Dieu propose, si vous voulez, plus que le temps que vous avez donné dans votre existence, accepter la vie éternelle. Vous comprenez? Il propose. Et c'est vous. Et ceux qui veulent, vous voyez qu'il y a des gens qui ne croient pas. On dit croyants, incroyants. Les gens qui acceptent la vie, la discipline sociale. Mais les gens ils confondent lui, Dieu. Tu peux aller à l'église chaque jour, tu vas prier chaque jour. Mais si tu ne sais pas respecter les règles de l'existence, les règles de cohabitation, chacun de nous a son espace. Vous savez, mon enfant, le monde que vous voyez là, c'est un centre de formation. Vous voyez? C'est un centre de formation. Chaque parent ne peut pas donner ses enfants à aller à l'école. Chaque enfant, ici en France, la loi demande que les enfants aillent à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, non? Donc, si nous sommes qui sont des pêcheurs, on sait qu'il faut entraîner les enfants, on doit s'occuper, ainsi. Et comme il faut dire, il doit montrer l'exemple lui-même. Donc, il nous a créé, il nous a donné un centre de formation. Donc, chacun de nous a les droits. Donc, on ne pouvait pas se tromper. Qu'il y ait plus de personnes avec moins de besoins, pour servir le besoin. Donc, c'est pour ça que nous sommes en groupe, en communauté. Chaque chef de communauté doit s'occuper de gens dont on l'a confié. Il doit être soigné, il doit manger. Et puis, pour ce que vous voyez ici, chaque homme, je dis bien, chaque homme qui arrive, vient avec ses dons. Et je dis qu'il trouve des connaissances. Et il adapte les connaissances adaptées à ses dons. Donc chacun doit travailler pour donner sa contribution sociale. Un homme qui ne donne pas sa contribution sociale est un profiteur. Donc, il n'a même pas droit à notre solidarité. Parce qu'il est un profiteur, il ne doit même pas manger. Mais évidemment, quand on dit qu'il ne doit pas manger, ce n'est pas la nourriture que vous allez trouver dans les poubelles. C'est par rapport à l'énergie de l'univers. Pourquoi? Parce que l'âme, il fait de vous l'homme. Parce que l'âme, ce n'est pas la peau. Les gens ignorants, oui, le chrétien est noir, non.
chacun, l'enveloppe, c'est comme une usine. Tu peux peindre une de ton usine en blanc ou en noir, comme tu veux, ou en bleu. Mais l'homme que Dieu a créé, c'est l'âme qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Chacun de nous est dans son petit studio à l'intérieur là-bas. Et il n'y a que l'enveloppe. Et l'enveloppe, c'est l'outil de travail qui est donné parce que Dieu a dit, tu gagneras à la suite de ton front. Bon. On passe ça comme une punition, mais bon, ce n'est pas une punition. On va jeter un petit regard sur l'Afrique. Attends, alors maintenant, tu dois donc travailler. Et pour travailler, donc, parce que l'homme seul, sa vie, par rapport à la vie de Dieu, qui entretient l'âme. Mais l'enveloppe est matérielle. Donc, il reçoit donc tout ce qui est matériel, reçoit l'énergie de l'univers, comme j'ai dit. Donc, l'enveloppe reçoit cette lumière et l'usine, votre corps c'est comme l'usine. Il travaille tout ce que vous voulez. Et là maintenant, si maintenant tu prends cette énergie-là pour faire autre chose dont tu n'es pas autorisé, c'est une faute grave. Et si tu continues, tu ne changes pas et tu seras donc pénalisé. Toutes ces maladies que vous voyez là, les gens qui sont pénalisés. Donc, peut-être que tu ne peux même plus expulser les déchets de ton usine. Il va plus faire, il faut des sondes, il faut de ceci. Bon, la peau, il y a des microbes, on vous appelle ça microbes, des parasites qui évitent de la sueur qui sont de vous, et là, ça ne sort plus. Alors, ils vont chercher à rentrer, puisqu'il faut bien qu'ils mangent. Et donc, vous avez une multitude de maladies qui arrivent pour quelqu'un qui ne souhaite pas le règlement. Dieu, on ne va jamais vous punir, Dieu ne va pas vous punir ici parce que vous avez refusé sa vie. Il vous punit quand vous enfreignez le règlement social pour mettre les ordres, ou bien pousser les autres à le faire. Comme la situation actuelle que nous allons vivre tout à l'heure là. On a les guerres et tout ça, il faut faire toutes ces guerres là. Parce que les gens qui ne respectent pas le règlement, il y a un règlement. Il faut, chacun a sa place. Il faut te limiter là où mon doigt se limite, ton doigt commence là où mon doigt finit. Chacun de nous a ses droits et sa place et tout. Mais quand tu vas enfreindre, ou bien pour passer ta place, pour parler à la place de l'autre, c'est là que tu cherches les problèmes. Vous comprenez? Voilà. Donc pour finir, on va jeter un petit regard sur l'Afrique. L'actualité, la position actuelle du continent africain, qu'est-ce que... Eh bien, quand il faut parler du continent, c'est encore tout un... Il faut relever parce que ce qui est tellement à dire en Afrique, comme je suis africaine, et je suis mieux placée pour vous parler de l'Afrique. Donc, ce n'est pas un truc qui demande une petite parenthèse, non? Donc, je vous donne d'abord la politique générale de l'humanité. Donc, les gens, on dit États-Unis, tout ça, les gens ne savent pas que nous tous, toutes les communautés, tous les pays, comme on appelle, sont dans l'humanité. Ne regardez pas les distances. Mais écoutez, quand on dit le monde, et les âmes de main fait à l'image de Dieu, mais les gens occupent tout le monde entier. Et donc c'est de l'humanité. L'humanité représente tout le monde que nous sommes, notre planète du moins. Mais il y a plusieurs planètes, mon fils. Donc maintenant, là-dedans, il y a donc, comme j'ai dit, des regroupements pour pouvoir chacun vivre. Chacun doit avoir ses droits. Chacun doit. Et si vous avez, pardon, il faut d'abord la première chose, c'est d'éduquer ton peuple. Un chef d'État ou les dirigeants, ils doivent d'abord commencer par éduquer le peuple. Bon, et puis les associer dans ce que vous faites. Il faut qu'ils sachent ce que vous faites. C'est pas que vous faites. Il faut parce que si c'est le bien, c'est vous tous, ça appartient à tout le monde. Bon, quand moi j'étais chez l'entreprise, j'avais créé mon entreprise, c'était mon entreprise, j'ai trouvé les moyens. Mais chaque fois, même les manœuvres, venez voir, il fallait faire le bilan, ce qu'on avait fait. Mais même les manœuvres, les balayeurs, quand on montrait le couple, si la société en baisse, tout le monde sait que, donc on a mal travaillé. Mais pourquoi?
moi je vous ai pris l'argent pour... Qu'est-ce qui se passe? Il dit, madame, c'est parce que même les manœuvres, il dit, madame, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Parce que c'est que l'entreprise, le gain, c'est pour tout le monde. C'est ça que j'ai une bonne gestion. Donc, c'est pas que les gens croient que oui, voilà. Si quelqu'un a gagné beaucoup plus que vous, pourquoi? Il faut expliquer. Et combien le rendement, nos pays a quel rendement et par rapport à quoi, ainsi de suite. Il n'y a pas à cacher. Tout le monde doit savoir ce qui se passe dans une zone communauté. Les avantages et les inconvénients, tous les problèmes, tout le monde doit être au courant. Il ne faut pas que ce soit un petit cercle de gens qui sont les seuls à résoudre les problèmes après les autres. Non, c'est une erreur. Alors, un pays qui a beaucoup de chômeurs est pénalisé. Donc, c'est tout le monde qui est pénalisé. Même ceux qui travaillent, qui ne sont pas responsables, ils sont pénalisés. Parce qu'ils ont laissé que ces gens-là, des profiteurs, qui ne travaillent pas, qui ne donnent pas de rendement, profitent du travail des autres. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, tout le monde, même si tu veux le travail par rapport à toi, puisque la société est mal organisée, vous faites le bénévolat. Et ça montre que l'aide qu'on vous donne, ce n'est pas gratuit. Donc, parce que vous travaillez. Le bénévolat, c'est considéré comme travail. Parce que le bénévolat, quand tu donnes la contribution, c'est pour profiter des contributions que donnent les autres. Vous voyez? Ce n'est que les gens qui travaillent, qui donnent des contributions, qui doivent profiter. Mais celui qui ne travaille pas, c'est un profiteur. Donc, s'il ne veut pas être nommé comme profiteur, il faut qu'il trouve du travail bénévole. Et maintenant, s'il y a des enfants, alors qu'il n'a pas de travail, ce sont les autres qui doivent payer, il va payer, oui, il va se dire, fais qu'elle prenne la location familiale. Mais toi, tu as cotisé comment? Tu n'as pas cotisé, tu n'as pas travaillé. Mais ce sont les autres qui doivent te payer l'argent pour les enfants, alors que tu ne travailles pas. Ce n'est pas juste. Dieu est juste. Il faut donc une société qui est juste. Et pourquoi les autres n'ont pas de travail? Ce n'est pas tout le monde qui n'a pas de travail, qui est au chômage, qui volontairement se met au chômage. Non. Parce que nous sommes comme liés. Mon travail, vous êtes en train de faire, moi j'écris. Vous faites la publication de mes livres, c'est ça. Mais si vous n'étiez pas là, personne ne pourrait connaître que j'ai fait des livres. Vous voyez? Donc le travail c'est sujet. Si maintenant, j'ai fini de faire mon travail et que celui qui doit prendre le relais après moi n'est pas là, il y a un espace vide. Et celui qui doit prendre après l'autre, donc il peut y avoir 4 postes qui sont vides. Voilà comment le chômage s'est fait dans un pays. Je vous dis donc que nous sommes venus ici, un pays qui est censé être un pays civilisé. Et c'est ici que nos parents nous envoient pour nos connaissances. Hein. Mais ce qui m'a semblé, les connaissances les plus élémentaires que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont des enseignants. Ma grand-mère née en 1900 était enseignante. Ma grand-père, ainsi ça. Donc quand je vois que ce que j'avais connu là-bas, ce minimum là, il y en a qui n'ont même pas ce minimum, ça m'a surpris, mais un jour, je vous dis, j'étais en faculté. Je m'en vais au bureau de poste, je veux faire rapidement quelque chose qu'on pouvait envoyer chez moi. Je trouve qu'à l'époque, vous allez devant le guichet, on vous donne un papier pour remplir ou c'est là. Donc les gens étaient là, on leur donnait. Et puis une dame, une personne âgée me dit, madame, vous pouvez me remplir, je ne sais pas écrire. Je lui ai rempli et tout. Et tout d'un coup, des gens sont alignés derrière ce mouvement. Et moi, comme j'étais poli, j'étais gentil, mais moi, je devais retourner à l'école. Mais c'est comme... Alors, une jeune fille qui avait à peu près un peu plus que mon âge, elle avait à peu près une trentaine d'années, il vient et dit, mais vous aussi, vous ne savez pas écrire? Il dit, non, je n'ai pas été à l'école. Chez nous, les filles, on n'encourageait pas les filles à aller à l'école. Et donc, vous ne savez pas écrire, hein? Vous ne savez pas lire non plus? Européenne? Oui, une Française qui ne sait pas lire et écrire à peu près 30 ans. J'étais tombée de nuit. Alors j'ai dit à Marie qu'elle était sénégalaise. Je dis, quand tu m'es arrivé, je dis non. Je dis, mais tu ne savais pas? Tu ne savais pas qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne savent pas lire et écrire? Je dis, mais c'est ici que nous sommes venus pour étudier, avoir le savoir. Je dis non, c'est ça. Donc j'ai compris que le monde entier, autant il y a dans chaque pays, il y a des bons et des mauvais.
les seuls pays, il y a aussi des intelligents intelligents et des non intelligents. Les seuls pays, il y a des fous et des non fous. Donc, la société est comme ça là. Donc, il ne faut pas mettre que c'est tel, comme ils sont ceci, ils sont bêtes. Non, on trouve des gens bêtes dans chaque société. On trouve des gens gentils dans cette société. J'ai trouvé des Français ici qui sont tellement gentils qu'ils voulaient encourager à ce qu'on on développe l'Afrique. D'abord, Chirac, c'était le conseiller de Chirac. Il voulait absolument qu'on crée des activités en Afrique. Et il lui a demandé qu'on ouvre l'école d'enseignement supérieur là-bas et tout, Chirac, c'est ce qu'il voulait. Mais ce sont même les Africains même qui ont arrêté ce projet de Chirac. Et j'ai les lettres pour le prouver. Je suis allé voir, vous demander à Mandela, je ne comprenais pas. Les lettres que j'ai écrites à l'ONU, j'ai demandé à Mandela de me dire. Je vous avais trouvé la lettre que j'ai écrite à Mandela, la lettre que j'ai écrite à l'ONU, et comment j'ai saisi le marché européen, le groupe européen, tout ça. C'est que quand je vois quelque chose, j'écris. J'ai bien ou moins j'écris. Même si ça va me coûter, moi j'écris. Donc voilà ce que j'ai trouvé dans votre pays, en France, parce que j'ai travaillé beaucoup plus avec les Français. Mais la France m'a pris 50 ans de ma vie. Donc, avec mon mari, donc vous allez quand on va parler de l'Afrique, mon oncle est venu faire la guerre en France. Il était avec ils ont fait l'enseignement au Cameroun, école normale. Mon grand-père a accepté d'envoyer pour faire la guerre. Quand De Gaulle est venu, il fallait donc les notables puissent encourager. Mon frère, mon grand-frère a envoyé le petit frère de papa en Afrique. Mon père, lui, est allé avec une comité de délégation française pour pouvoir faire des recherches. Quand vous voyez, on trouve de l'or, de pétrole et tout ça en Afrique. Mais non, c'est pas maintenant. À l'époque, avant l'indépendance, on avait fait des recherches. Mon propre père faisait partie de ceux qui faisaient. On testait des arbres, des plantes, on faisait le sous-sol. Quand je suis allé aux États-Unis, on m'a montré là, ils ont l'Afrique, tout ce qu'il y a dans l'Afrique, ils ont ça. Et ça veut à tel endroit, il y a de tel endroit, tel produit, ici de suite. Ils sont ça aux États-Unis. J'ai vu, j'ai travaillé quand j'allais aux États-Unis. Donc, quand on me dit de parler du problème de l'Afrique, c'est plusieurs sciences qu'on nous a parlé de l'Afrique. L'acteur français Omar Sy, qui a tourné un film sur les anciens combattants, et il a évoqué le fait qu'il n'y a pas eu de reconnaissance envers les anciens combattants. Voilà, je vais vous dire alors, mon nom, c'est pas seulement les autres. Française, mon oncle, que pensez-vous de ce écoutez, non, c'est ça, mon oncle, le frère de papa. Donc, elle était donc faire la guerre là-bas. Il travaillait déjà de travaux publics au Cameroun. Il était donc fait la guerre. Et quand la guerre est finie, il n'y avait pas encore d'indépendance en Afrique. Et les Français l'ont gardé pour travailler à LATP, chez nous. Parce que LATP avait, les Français étaient dans les pays d'Afrique. Mon oncle donc allait travailler aussi là-bas. Mais lorsque mon oncle a pris la décision qu'il y avait déjà eu l'indépendance, ni la France, mon oncle n'a pas eu ni son travail en tant qu'ancien combattant, rien. Mon oncle n'a pas eu la grève de RADP après avoir travaillé tant d'années. Et puis son nom n'était plus, le dossier était classé à travaux publics du Cameroun. Mon oncle est mort sans avoir rien dessus. Il fallait que je m'occupe de mon oncle moi-même jusqu'à sa mort. Vous comprenez? Et il y a des cas comme ça, plusieurs cas. Je ne veux pas parler des autres. Et vous n'avez pas cherché à revendiquer auprès des autorités françaises? Bien sûr, comment? Les gens, on les recevait comme des moins que rien. On les recevait mal. Bon. Et puis maintenant, c'est mon mari qui vient donc, étant même pas majeur, quand j'ai écrit dans le livre, mon mari, on le recrute pour pouvoir aider dans l'armée. On les forme comme officiers et tout ça. Mais quand je suis donc épousé mon mari, comme moi j'étais dans une famille d'intellectuels, je regarde mon mari, ses parents et tout. J'ai dit, écoute Émile, nous sommes encore jeunes, j'avais 17 ans. Je crois que même si tu veux être officier, machin, vaut mieux retourner encore à l'école. Parce que les officiers, quand les premiers contingents d'officiers, il y avait
celui-ci a le premier parti de bac. Ceux qui avaient des bacs sont venus en France ici, étaient formés. Même mon frère qui est chef de l'armée maintenant, il était formé ici. Donc, les autres premiers partis de bac, ils étaient au Cameroun. Dans une classe de formation, on formait l'armée. Premier parti de bac, BPC, DNG, c'était pour l'enseignement, certificat d'études primaires, et les autres qui n'avaient même rien du tout. Dans une seule formation pour former les officiers. Alors j'ai demandé donc au patron, mon mari, c'est quel niveau vous avez pris pour former les officiers, si c'est avec un niveau aussi... Donc, mais il était scandalisé, son passé était rougi. Bon, il me dit, je vais vous poser, répondre pas à la même question, parce qu'il avait demandé devant tout le monde, maman, avec ses camarades. Son patron, j'avais invité son patron, il est venu avec ses camarades, et puis j'ai posé cette question. Il dit, vous avez dit que je vous appelle Marie, il dit oui. Il dit, je vais vous répondre avec la même franchise. On n'était pas préparé à donner l'indépendance à votre pays. Mais ils ont tellement insisté de nous leur accorder l'indépendance. Alors Marie, on ne peut pas donner l'indépendance à un pays sans armée. Et c'est pour cela qu'il fallait le préparer avec les moyens de bord pour avoir le jour de l'indépendance l'armée. Comprenez? Alors maintenant, on va encore continuer à les former, à les compter. Votre mari ne vous a pas dit que chaque année, on envoie un certain nombre pour aller encore en France pour former. Il dit, il ne savait pas. Il dit, mais mon colonel, moi, je veux que mon mari soit un vrai officier. Vous voyez? Et c'est là que les premiers qu'on commençait avec mon mari. Alors qu'ils sont partis, il dit, donc pour toi, je ne suis pas un vrai officier. Je dis, non. Je fais c'est comme si tu me demandais de signer les chèques à blanc. Hein? Quand les autres sont venus des études, là, parce qu'on avait, il y avait l'école de sous-officiers à Libéry, c'est pas Libéry, on avait aussi un contingent de Camerounais là-bas et tout. C'était on avait un peu partout. C'était comme ça. Et là, moi, comme j'avais quand même une famille d'intellectuels, moi, j'ai dit non, on ne peut pas comme ça, il faut quand même qu'on puisse... Hein, j'ai dit, mais si vraiment on devait faire la guerre, est-ce que cette armée-là peut nous défendre sans formation? Vous comprenez? Ce sont des questions qui dérangent. Mais moi, je suis honnête, je ne suis pas hypocrite. Vous voyez, vous allez voir les lettres que j'ai écrites au chef d'État français, j'ai les lettres que j'ai écrites aux Américains, tout ça, je vous ai donné aux Américains. Hein? Vous allez voir mes lettres, j'ai dit ce que, là quand j'ai dit une situation, j'ai dit au tribunal européen, j'ai dit que il faut aider les Français parce que les Français ne savent pas que les Américains sont en train de jouer contre eux. Parce que j'ai eu l'exemple de ce que la France a fait, les Américains ont fait à Mitterrand. Ce sont des choses que j'ai vécues, ce n'est pas qu'on m'a dit. Je suis femme d'officier et maman était à l'école. Moi, j'ai fait l'école avec mon mari par rapport à mon mari. Je connaissais même faire les renseignements plus que mon mari. Et c'est parce que je suis assistante. La femme est assistante de son mari. Quand mon mari fait un travail, il fallait que je puisse aider mon mari. Quand il y a un problème difficile, j'essaie de lui dire comment il faut faire. Donc, et c'est quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas de sécurité, que nous nous amenés pour nous de sécurité, et que cette sécurité était difficile. Donc, il fallait que moi-même je rentre dans le service de sécurité pour aider. Et là, c'est pour ça que j'ai donné ces renseignements que j'écrivais aux dirigeants français, que c'est pour, il va se passer comme ça. Vous allez connaître la révolution, vous avez fait ceci, tout ça c'est écrit. Vous avez publié, vous avez fait, c'est pas que j'invente. Dès que j'ai un renseignement qui n'est pas, allez hop, j'écris. Le terrorisme, quand on va juger le premier terrorisme, vous voyez ce que c'est le terrorisme. Les gens qui le terrorisme ne savent même pas ce que c'est. Le terrorisme n'est pas comme ça un truc global. Parce que tous les membres de nos comités, ils sont employés dans le terrorisme, mais dans plusieurs groupes. Il y en a qui ne peuvent pas trouver le travail, ils sont là disponibles. Quand quelqu'un voudrait qu'ils aient fait des crimes quelque part, ils sont payés. Et c'est un groupe à part. Il y a un autre groupe qui veut aussi avoir des armes de destruction massive pour faire créer des armes. Ils vont discuter avec les grandes puissances là chez nous pour avoir ce document-là. C'est un groupe à part. Ils sont plusieurs. Ce n'est pas un seul groupe, les terroristes, ce n'est pas un groupe comme ça, non. Ils sont plusieurs différents groupes. Vous savez, un jeune qui me dit, comme je joue avec les jeunes, dit, maman, quand vous êtes bien, vous nous apprenez, moi j'ai décidé vraiment que moi, comme mon avenir ne me donne rien avec tout ce que mes parents défendaient des Français pour m'entretenir,
Donc moi je veux me suicider, mais au lieu de me suicider, il faut que mon suicide puisse quand même donner un rendement. Je dis comment ça? Il dit bon. Donc je m'envoie les gens qui recrutent. Il me dit que le nombre de personnes que je veux tuer, ils vont me payer. Il dit tuer comment tu as? Je dis non. La blanche. Je tue, si je tue 4 ou 5 personnes, ils vont me tuer, parce qu'on va me tuer, là c'est une tuerie normale. Et maintenant c'est le groupe qui va recruter, il va s'occuper de ma famille. Vous vous rendez compte? Il me dit ça. Il dit, vous avez assez dit, madame, ma vie ne me sert à rien. Vaut mieux que je meure et que ma famille puisse être dédommagée de tout le travail qu'ils ont fait pour moi. Est-ce que les gens là savent cela? Hein? Avec tout ce que j'ai vu, ils ont cassé plus de 200-300 voitures là-bas. Et les gars me disent qu'ils sont avant. Ils m'ont dit les raisons qu'ils avaient pour ça, parce que ils avaient des papas qui ne touchaient pas les allocations et tout, comme j'ai dans mes écrits là. Et puis maintenant, tu ne payes pas le loyer, on te fait payer le loyer, on prête les enfants dans les familles. Or, les enfants qu'on prête les familles, il y en a qui sont violés dedans et tout ça. Et là maintenant, les enfants sont là. Et alors que leurs parents travaillaient, ils gagnaient, ils payaient des impôts et tout. Et alors maintenant, ils se sont regroupés. Ils disent non, laissez. Il ne faut pas, vous n'avez pas le droit de faire justice vous-même. Mais moi aussi, je suis victime, je peux vous dire la vérité. Je suis moi, mon oncle est ambassadeur, l'autre c'est ça, mais moi, on m'attaque. Si on m'attaque, moi, vous, mes enfants ne font rien, on laisse. Il dit non, madame, maman, on dit que vous aussi, vous avez la femme d'un grand, peut-être que les dossiers que vous avez, on vous a donné, vous n'allez pas vous occuper. Et vous voulez à quoi? Il dit, on nous a donné, ils vont nous résoudre le problème. Et puis, tous les dossiers, je leur ai donné. Et les gens qui ont donné, les expulsions, tout ça, on a détruit tout. C'est là qu'ils sont allés casser plus de 200 maisons. Vous voyez un peu. Il y en a un enfant qui n'a que 22, 23 ans, il est déjà là en prison moins 7 fois. Il ne va pas pour eux parce qu'il préfère bien la vie de prison. Et puis il travaille pour les gens qui sont là-bas, ils sont des missions d'or. Tout ça, comment Mitterrand ou Chirac ou bien peut savoir tout ça? Il ne peut pas savoir parce que le président qui va conduire tout ça. Donc il faut qu'on le dise. Et quand je vous dis on saisit mes lettres, on vient m'attaquer. 9 tentatives pour me tuer. Mais je ne suis quand même pas mort. Mais c'est ce que Vendée, je suis parti. Demain, le contingent ils sont partis demain, je ne suis pas parti. Je suis toujours là. Mais je vous dis que les gens qui vivent honnêtement, qui gardent la lumière, qui font suivre la discipline que Dieu a instaurée, ils n'ont pas à s'inquiéter. Mais tous ces gens-là, tous ils vont aller répondre là-bas. Ma famille, mon oncle a travaillé pour la France, il n'a rien eu. Mon mari vient de mourir, il n'a rien eu. Et moi-même, j'ai travaillé tout ça. Je n'ai pas ma retraite et tout ça. Donc, pourquoi? Je ne veux pas faire l'argent. Mais il y a quelqu'un qui va toujours, quelqu'un va répondre. Quand j'ai un oncle qui est mort, il avait un milliardaire. Je suis allé à l'enterrement, il n'y avait même pas un franc qu'on a mis dans sa tombe. Vous comprenez? Mais tous ces milliards, ils vont laisser. Tous ces gens qui nous font des misères et tout, ils vont partir et laisser tout. Hein? Vous voyez le nombre, depuis que je suis enfant, il y a 4 chefs d'État qui sont partis. Ils sont partis avec quoi? Rien. Tout ce que ils ont pris en Centrafrique et tout ça là. Il a pris ça, rien du tout. Donc je vous dis que le monde n'est pas ce que, pour seulement quand vous allez sauver le livre pour la guerre qu'il y a actuellement, il y aura une chance. Le problème du Cameroun, c'est une science qu'il y aurait. Le problème de la guerre que vous entendez là, quand je vous dis ce que c'est que cette guerre, ce n'est pas maintenant. La guerre a commencé depuis. La guerre en Ukraine. La guerre, c'était pas la guerre de l'Ukraine. Ça, c'est lorsque, je veux dire que ce sont les démons, c'est-à-dire, quand quelqu'un n'est plus sur la bonne voie, qui a plus bon, donc, et on dit, vous voyez ce que c'est Madame Maga qui a fait, ou c'est vous, machin. Non! Vous voyez les gens qui vont, mais ce sont pas, on dit les touristes. C'est ça que il faut avoir déjà des démons en toi, qui te donnent il faut entraver toi. Donc c'est ça, c'est que ça qu'ils utilisent.
Voilà. Donc maintenant, ils ont donné à Hitler la mission de tuer. Ce n'est pas Hitler qui est concerné. La mission de Satan, c'est de tuer tous les hommes. Pourquoi je veux tuer ces hommes-là? Tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu, quand Dieu a créé, il dit qu'il va créer l'homme à leur image. Il dit leur image. Donc cet homme-là sera aussi grand que Dieu, aussi grand que éveiller toutes les connaissances de Dieu et tout. Bon. Et là maintenant, Satan n'a pas été content. Lucifer. Mais pourquoi ne pas lui nommer que lui soit le fils de Dieu, l'adopté? Donc, là qu'il a perdu. Et là maintenant, il a pris l'engagement que jamais que cet homme-là pourrait être créé. Et pour qu'il soit créé, nous sommes des membres, je vous dis les membres de cet homme. Même si tous les gens de la planète, notre planète, pouvaient accepter de rentrer, ce ne serait pas assez, nous n'aurons pas assez de place. Chacun de nous a une place là-bas. Si donc vous laissez suivre Dieu, respecter les règlements, vous aurez donc là-bas. Mais nous sommes passés. Il y a des milliers, mon fils, il y a des milliers de planètes. Et il y a d'autres dedans. Pour pouvoir rentrer, vous savez, même l'univers est dans Dieu. Donc ces gens-là, ce sont qui vont donc occuper ces places-là. Quand ils sont occupés là-bas, tout ce que Satan fait là, c'est nul. D'abord, il ne tue même pas. Il endette seulement ce corps. Seulement pour vous compromettre que vous ne puissiez pas accepter la vie de Dieu. Et quand vous acceptez pas le Dieu, vous êtes considéré comme mort. Dieu ne vous en veut pas parce que vous refusez la vie. Quand on vous donne quelque chose, cette année, tous les cadeaux que vous avez donnés aux gens, les cadeaux coûteux, vous avez fait dans des centres religieux, ces cadeaux sont posés, sans même ouvert. Donc, pourquoi Dieu sait qu'on peut donner un cadeau à quelqu'un et ce que la personne refuse, sans l'aimer. Vous voyez? Donc Dieu savait ça. Il nous a donné le cadeau de nous donner une existence. Est-ce qu'il a demandé notre vie? Il n'y a pas de nom de notre vie. On ne sait même pas si on existait. Il nous a donné d'exister. Alors si c'est l'existence, on refuse. Pourquoi il va nous en vouloir? Il nous a demandé notre vie. C'est ça. Et ceux qu'ils aiment, donc vont demander un peu plus. Ils vont suivre des conditions, les conditions qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc ce n'est que ça. Donc on n'a pas besoin d'être agrégé de ceci, de là, avoir autre chose. Non. Toutes les religions que vous voyez là, ils se disputent les clients. C'est pas question que c'est Dieu. Un pays qui a tant d'églises, tant comme ici en France, les gens de ces églises sont où? Hein? Est-ce qu'on voit que ce sont les gens qui croient en Dieu, qui agissent comme on voit ici là? Une femme, Dieu a donné à la femme le rôle d'être mère de l'humanité, d'être assistante des hommes. Mais les femmes qui encouragent comme on a tué. Où est-ce qu'on a vu ça? Alors que ce sont les femmes qui doivent intervenir pour empêcher nos hommes. Non, c'est pas comme ça là. Mais les hommes sont les femmes, ils parlent même. Ils veulent être aussi. L'homme, Dieu a dit que c'est l'homme et la femme est d'aider la femme. Hein? Cette femme est de l'homme. Mais l'homme n'a pas dit à l'homme, à la femme de commander. L'homme doit s'occuper des gens. Regarde tous ces délinquants là. Les femmes sont où? J'ai des enfants qui sont américains, vous avez les Chinois, tous ces enfants que là, je ne connais même pas. Dans mon immeuble ici, il n'y a pas un seul enfant que je n'ai pas, qui a besoin. Tous ces enfants que je suis occupé avec mes enfants, ils sont aussi, hein. Ils sont, ils n'ont pas fait tout ça. Quand je suis venu ici, les enfants, à 16 heures, commencent à boire la bière et tout ça. Donc, c'est notre travail. Tu vois que je vais aller au champ de mon voisin aider ma voisine, alors que mon champ n'est pas travaillé? Non. Donc, avant d'aider mon mari, j'ai fait d'abord le travail que Dieu m'a donné. Et puis, j'assiste aussi mon mari. Je n'ai pas envie de prendre comme elle va faire, elle veut prendre la place de mon mari. Non. Je n'ai jamais demandé à prendre la place de mon mari. J'assiste mon mari. Et je fais mon travail. Qui est de garder mes enfants, aucun de mes enfants n'a pas réussi. Chacun a sa place. Vous voyez, elle peut les enfants des autres. Vous ne pouvez pas confier les enfants de Madame Manga. Donc voilà. C'est ça. On va vous dire merci. Puis sûrement programmer une autre rencontre pour parler de beaucoup d'autres sujets, de l'Afrique et bien d'autres sujets. Si vous avez peut-être un mot pour la fin. J'ai pris pour me le voir pour le vote de Sarkozy, Macron.
je les considère comme mon enfant. Tous les enfants, ils sont mes enfants. Et d'ailleurs, Macron n'a même pas l'âge de mon dernier enfant. Mon dernier enfant a plus de 50 ans. Donc, je ne peux pas le laisser aller en erreur. J'ai dit, mais je crois que Dieu a donné une mission à cet enfant. Il faut que je puisse l'aider. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est Madame Manga. On peut me demander, je ne demande pas que si je vous aime, que vous puissiez m'aider. Non. Je ne demande pas, l'amour ne se vend pas, l'amour est gratuit. Hein? Si tu vends ça, ça veut dire que tu es une prostituée. L'amour se donne gratuitement, quelque chose que Dieu nous donne l'amour gratuitement. Nous aussi, on doit donner gratuitement. Je ne peux pas trouver dans le métier, quand je prenais le métro, je prends une fille qui pleure, je dis que c'est des gens. Madame, je vais mourir. Je dis non. Quand on ne meurt pas comme ça, et là on a mis cette maison, on a appelé ça la clinique de Madame Manga. Je les amène ici, les enfants que je ne connaissais pas. J'ai dit qu'est-ce qui se passe, il me raconte sa vie et tout. Et c'est par le courage, je lui donne voilà mon travail que je fais. Merci et à très bientôt, encore bonne année. D'accord, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. C'est ça.